RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes de retour avec la réussite éducative pour 2 émissions d'affilée, 2 semaines d'affilée avec plein de rediffs et enregistrés, filmés, YouTube, RCN, etc. Ça va David ? Ça va bien. Eh ben c'est cool, ça fait plaisir. C'est bien qu'on fasse 2 semaines depuis quelques saisons là, parce que voilà, à chaque fois il y a un plaisir de se retrouver comme ça, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah oui. Toutes les semaines, on ne viendrait pas du coup. Sinon on viendrait pas. Non mais c'est chouette. Puis ça, comme ça permet de varier les thématiques et de les approfondir sur 2 semaines, ce qui n'est pas plus mal. Petite tradition, l'émission de la semaine passée que vous retrouvez les jeudis à 16h. L'émission de la semaine passée, donc je recevais Jean du Rotary Club qui parlait notamment de la collecte pour pour l'Ukraine, bien sûr, la collecte pour l'Ukraine qui se poursuit. J'ai failli faire un lapsus, j'ai parlé du Kiwanis parce que vous savez que Jean gère également l'Interclub, qui est Rotary Club, Kiwanis, Zonta, sur Optimiste. Et il était venu également parler d'action de l'Interclub, notamment la venue de Bauer, le criminologue qui était venu dans les grands salons à la demande du Rotary Club et de l'Interclub. Et il était venu gracieusement. Et la collecte de fonds qui avait été permise ce jour-là, lors de sa conférence, une partie avait été reversée notamment au Resto du Cœur. Donc si vous réécoutez l'émission qui est en podcast, vous entendrez tout ça, le retour, le bilan sur cette journée-là, d'autres actions du Rotary Club, entre autres, et de l'Interclub. Et je recevais également mon ami Dominique, le président des Chardons 54, qui a déjà évoqué, parce que c'est en train de se mettre en place déjà, oui, bien sûr, une rose, un espoir. Une rose, un espoir, vous savez, tous ces motards qui partent sur les routes pour vendre les roses au bénéfice des actions de lutte contre le cancer. Voilà, ça c'est pour l'émission de la semaine passée. Je voulais revenir aussi rapidement avant de nous plonger dans la réussite éducative. Je voulais revenir sur l'action du 6 dont on avait parlé il y a 2 émissions en arrière. L'action du 6 organisée par la Croix-Rouge à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine, puisqu'il m'avait demandé, je les en remercie, je remercie infiniment la Croix-Rouge, c'était un grand moment, il m'avait demandé de présenter un spectacle de environ à peu près 2h30 et entremêlé le spectacle circassien entremêlé bien sûr de venue sur scène de quelques chanteurs que je salue. C'était un moment très très émouvant. Je recevrai de nouveau mon ami Jean-Paul, le président de la Croix-Rouge, dans une prochaine émission pour faire le bilan de cette action-là. En tout cas, ça s'est très 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 bien passé. On avait d'ailleurs à la Sono Noah qui était venu il y a 2 émissions en arrière. Vous retrouvez tout ça en podcast. Noah qui aujourd'hui a vécu, on a pu le lire dans la presse, quelques déboires, car vous le savez, c'est une personne en fauteuil, comme on dit, à mobilité réduite, un super DJ qui, depuis 2 semaines, d'ailleurs, tous les samedis dans un restaurant près de la place Stanislas, et il fait la musique, quoi, voilà. Mais il m'a promis de ne pas passer du Adamo. Enfin, il m'a pas promis, il m'a dit qu'il passerait pas du Adamo. Justement, c'est l'inverse. Il m'a pas fait une promesse pour passer du Adamo et je le déplore. Et il a vécu quelques déboires dans les transports en commun en quittant, il était dans la presse aujourd'hui, en quittant le restaurant dans lequel il sévit, et donc on le recevra bientôt, car je voudrais qu'on en parle de tout ça, des difficultés de transport, de tout ce qui depuis bien des années devait être mis en place, tout ce qui devrait être accessible et qui finalement ne l'est pas. Donc vous savez que le sport handisport est un de nos fils rouges, et on parlera aussi de tout ce qui est mobilité, possibilité de mobilité, voilà, tout ça c'est encore pas gagné. Je me demande si c'est pas une question qu'on pourra de manière indirecte, directe ou indirecte, aborder dans la thématique que nous amène aujourd'hui David, que tu nous amènes. Peut-être, on pourra peut-être en parler de tout ça, de tout ce qui est la mise en place dans notre environnement, rendre accessible à toutes et à tous notre environnement. On en parlera tout à l'heure. J'ai un petit teasing là, mais ça m'amène une question. Voilà, comme ça, vous pouvez commencer autour du plateau à réfléchir à cette question-là. Donc, le spectacle s'est très bien passé pour la Croix-Rouge. C'était bien sûr au bénéfice de l'association des Ukrainiens de Nancy. Et on en reparlera. Vous savez que je serai sur scène le 4, à la demande de l'UDAF, le 4 décembre, pour l'arbre de Noël pour les enfants ukrainiens, comme l'an passé dans les grands salons de l'hôtel de ville. On en reparlera. Juste une dernière chose, vous savez que le Téléthon a démarré depuis longtemps, j'en parle chaque semaine. Le Téléthon est là, c'est-à-dire si vous regardez, j'ai mis le Kawe, d'organisateur de la manifestation Téléthon. Juste un truc pour vous rappeler, on a toujours sur le Facebook Chamallow Saint-Amand, que c'est expliqué parce que je retiens rien, le QR code qui permet d'accéder à notre cagnotte en ligne
Téléthon avec une accréditation officielle. Et juste un truc à vous dire à propos de tout ça, je recevrai donc le mercredi 27, c'est-à-dire 27 novembre, le mercredi qui précède les 30 heures télévisées du Téléthon, je recevrai mon ami Michel Adam, le coordinateur AFM 54, et il sera présent, fera toute une émission sur le Téléthon, donc mercredi 27, le prochain mercredi, vie associative. Voilà. Je vais faire la parenthèse, peut-être en fin d'émission ou pas, ou alors la semaine prochaine, je vous redonnerai quelques dates, mais ne ratez pas le 24 novembre, l'association Les Petites Grandes Armes, on sera en animation pour le marché de Saint-Nicolas et la bourse aux jouets à Neuve-Maisons à la demande de l'association Océan. 24 novembre, Neuve-Maisons, marché Saint-Nicolas. Vous pourrez nous retrouver, discuter de nos actions, etc., puis venir chercher de la sculpture sur ballon aussi, ça mange pas de pain. David? Oui, c'est moi. Oui, ça va. Ouais, t'as fait un super conducteur et j'en suis tellement fier. Mais je suis impressionné par ce beau conducteur. Presque, il mériterait qu'on le montre à la radio, quoi. Bah écoute, enfin qu'on montre à la radio, on est à la radio, mais je veux dire qu'on le montre. Ah mais c'est compliqué à dire. C'est un conducteur tellement incroyable qui transcende le côté radio. Tu vois, c'est ça. Non mais comme on filme, à chaque fois je me trompe et tout. Voilà. Il y a même une couleur. Il y a même une couleur. Bah oui, il y a du vert. Ah ouais. C'est un truc de fou. C'est incroyable. C'est la technologie, c'est 2024. Hein. C'est fou. Alors un petit teasing là, l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, je vais peut-être laisser notre invité se présenter en quelques mots et puis nous garder la sève de son discours pour le cœur de l'émission. Mais est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Bonsoir. Alors moi, je m'appelle Lucas Novicki. Je suis étudiant en 5e année à l'école d'architecture de Nancy. Et je réalise un travail de fin d'études sur les jeunes au Champ-le-Bœuf, ce quartier qui est à cheval entre deux communes, à Laxou et Maxéville. Et voilà, on a fait quelques semaines qu'on échange avec David sur ce sujet. Et voilà, et c'est comme ça que je t'ai ramené ici, je t'ai proposé de venir ici, parce que j'ai trouvé que ton sujet était effectivement très intéressant. Donc effectivement, on va parler de l'espace public et des jeunes. On va essayer peut-être de définir à un moment donné ce que c'est que l'espace public et qu'est-ce que c'est les jeunes, parce que c'est une notion finalement assez large. Voilà, et puis voilà, puis du coup on va parler aussi du Champ-le-Bœuf, mais je pense qu'on élargira un petit peu parce que c'est un sujet qui peut être beaucoup plus vaste, et puis on a tous aussi des expériences individuelles qui peuvent nous permettre de tenir un petit discours là-dessus. Puis je sais que l'homme qui est assis à côté de moi a une expérience particulière du centre du monde, du centre de l'univers comme tu l'appelles, oui, donc du Champ-le-Bœuf. Tu pourras peut-être nous en parler aussi, puisqu'on va évoquer l'occupation de l'espace public à l'heure actuelle, mais peut-être que toi tu pourras nous dire quelques mots sur à l'heure d'il y a quelques heures. Ouais, c'est ça, merci. Et c'est bien, il est gentil. Non, mais juste un truc, je regardais tout à l'heure, avant de te redonner la parole, je regardais, vous savez que le cinéma, on dit que c'est le 7e art, et du coup, j'ai vérifié tous les arts, pourquoi c'est le 7e, etc. Et vous savez que le premier art, dans l'ordre chronologique, là, c'est l'architecture. Et ouais. Vous saviez ? Je pensais que c'était les conducteurs radio. Non, alors, non. Radio, j'ai vérifié. Tu vois ? La radio, c'est le 8, le 9, c'est la BD. Elle a une position officielle, la radio, là-dedans, je savais pas. Ouais. La radio, elle est mélangée à d'autres choses, avec les médias, etc. Et 5 littérature, je crois. Non, 5, c'est les arts de la scène, 6 littérature ou inversement. Et premier, c'est l'architecture. Pas mal, hein ? Ouais. Pas mal. D'ailleurs, cette semaine, il y a la Biennale de l'architecture qui se déroule à Nancy. Ah oui ? Et qui commence cette semaine. Ouais, du coup, il y a beaucoup d'expos et d'événements sur Nancy en rapport avec l'architecture et plus largement même le cinéma. Et ouais, ça commence et c'est à Nancy cette semaine. Ah bah écoute, on reviendra là-dessus aussi. Hein. Quand tu dis cette semaine, dis voir les dates de commencement, parce que alors, comme l'émission elle est des fois rediffusée, vas-y. Bien sûr, alors ça commence jeudi 14 novembre à l'école d'architecture de Nancy, conférence inaugurale, et ensuite ça s'ensuit beaucoup d'événements, notamment la salle Poirel où il y a une exposition actuellement sur l'architecture et le cinéma. Il y a un concert de jazz d'ailleurs pour vraiment avec des tarifs vraiment super, notamment pour les jeunes, en lien avec l'architecture toujours, et d'autres événements qui vont se dérouler du coup sur Nancy et sur Metz pendant plus d'un mois. D'accord, bah oui, on pourra évoquer ça tout à l'heure s'il y a un peu plus de contenu. Si toi il y a des coups de cœur dans la programmation qui t'intéressent particulièrement, on en reparlera effectivement. Moi je propose qu'on fasse une petite pause, qu'on prenne notre respiration avant de nous plonger dans ces questions à cheval entre l'humain, l'architecture et plein de choses en fait. Ouais. Bon allez, petite pause. Réussite éducative sur RCN. Bah tu vois, c'était très chouette quand même. C'était bien. Oui, bien sûr. Rappelle-nous voir le groupe. C'était Spectre qui chantait, attention un peu d'anglais, Distant Buildings.
New Buildings, puisque Joris m'a fait noter que je m'étais planté dans le titre déjà avant. Alors on a un conducteur où il y a des fautes, mais c'est n'importe quoi. Il y a du verre. Oui, mais c'est parce que j'explique pas, mais j'ai mélangé avec autre chose. D'ailleurs, la semaine dernière, maintenant j'essaie de thématiser dans la vie associative, et comme on a parlé d'associations pour la nature, parce qu'on va mettre en place un projet pour la nature, eh ben, j'avais fait une émission et les pauses musicales étaient liées au thème des arbres, puisqu'il y a plein d'arbres qui disparaissent malheureusement. Et quand on parlait de Renaud, on a passé la chanson qu'il avait écrite une fois qu'il avait été jeté à Moscou, là, jamais une statue. Tu te souviens ça? Alors celle-là je l'ai plus comme ça, ouais. Ça me... Ah, bah, je te la chanterai tout à l'heure. Et puis on a Bernard Sauva et puis bien sûr Maxime Le Forestier comme un arbre dans la ville. Et Francis Cabrel un peu quand même. Eh ben on avait de la place que pour 3. Tout ça. Oh là là. Okay, on avait de la place que pour 3 pauses musicales. Parce que tu sais des fois il faut aussi un peu parler. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tout de suite l'architecture, c'est ça? Oulala. Ou t'as d'autres choses à dire? C'est vaste l'architecture. Moi, en fait, un jour, j'étais. Voilà, je vais le faire comme ça, on va faire sous forme de récit. C'est romanesque. Récit. J'étais paisible, tout allait bien, et je reçois un message qui a bouleversé mon existence. Absolument pas. Mais par contre, qui m'a intéressé, puisque du coup, c'était alors Camille Tourneux qu'on peut citer, voilà, dont tu parleras peut-être mieux que moi pour le coup, mais en tout cas que je connais par ailleurs, et qui me dit bah voilà, j'ai un étudiant moi à l'école d'archi qui aimerait travailler sur les quartiers prioritaires. Il n'avait pas trop détaillé le sujet. Et moi, quand on me dit qu'il y a des étudiants ou des gens en tout cas qui s'intéressent au quartier et qui ont envie de faire quelque chose dessus, immédiatement ça retient mon attention, et mon intention est donc de les accueillir et de voir un petit peu si on peut, ce que je peux leur apporter et puis ce qu'on peut faire ensemble éventuellement aussi. Et donc Lucas, t'es arrivé dans ce contexte-là. C'est ça. Nous avons pris un premier contact et là tu m'as expliqué un petit peu quel était ton projet de mémoire donc. Exactement, alors c'est un projet de mémoire de fin d'études où j'ai réalisé un premier mémoire durant ma licence sur l'histoire des grands ensembles. Alors c'est vraiment de la genèse des années 50-60 à aujourd'hui, vraiment ce modèle qui fonctionne visiblement pas énormément, enfin même pas du tout en France. Et aujourd'hui on a beaucoup de travaux sur ces quartiers pour les rendre plus vivables tout simplement. Et dans ce premier mémoire, en fait, j'ai pas pu donner la parole aux habitants qui sont pourtant les premiers acteurs, les acteurs majeurs de ce sujet-là. Et là c'est tout l'intérêt de ce mémoire-là. C'est donner la parole aux habitants, et là particulièrement les jeunes. Parce que les grands ensembles, c'est un sujet qui est énormément traité en architecture, mais très peu par le prisme des jeunes, et pourtant ça veut dire beaucoup de choses. Donc la problématique, c'est comment les jeunes s'approprient les espaces communs et l'espace public dans les grands ensembles, et en fait qu'est-ce que cela révèle sur leur façon de vivre dans un quartier. Faut savoir que les grands ensembles, c'est assez particulier. L'architecture a beaucoup d'influence sur le social et sur la façon dont on vit. Et l'appropriation, c'est ce qui révèle peut-être le mieux notre façon de vivre en fait à l'intérieur. Et il y a un phénomène qui est né dans les années 60 à Sarcelles. La sarcellite, c'était une espèce de névrose que les gens avaient, le fait de vivre cloisonné avec ces grands immeubles, ces grandes tours, etc. Et on retrouve aujourd'hui la sarcellite peut-être à une échelle très différente. C'est un problème en fait pour les personnes habitées dans vraiment, comme je dis, cloisonnées entre ces grands immeubles. Et aujourd'hui on le voit au Haut-du-Lièvre, il y a des travaux, on est en train de scier les barres tout simplement pour laisser plus d'espace et une ouverture au reste de la ville. Et c'est un phénomène qu'on voit un petit peu partout en France dans les différents grands ensembles. Je trouve que c'est intéressant parce que moi, sur une expérience personnelle, ma grand-mère est venue habiter à Nancy en 1928 et en 1932, ils se sont installés dans les cités saines qui se trouvent boulevard de Baudricourt, côté boulevard de Baudricourt, donc côté Villers-Nancy. C'est un petit immeuble à tendance fin art déco, années 30, pas très grand en fait, vu d'aujourd'hui, c'est une petite cité, quoi, très modeste. Sauf qu'elle me racontait qu'à l'époque, alors qu'ils arrivaient dans des bâtiments qui étaient tout neufs, et effectivement qui étaient à un niveau de confort largement supérieur aux gens qui habitaient de l'autre côté de la rue dans les anciens immeubles de rapport, je suppose on dit comme ça, les petits immeubles de 3-4 étages comme on en voit beaucoup à Nancy et pas que à Nancy. En fait eux, ils arrivaient effectivement, ils avaient un truc nickel, ils avaient une vraie salle de bain, et les gens qui habitaient en face dans ces endroits-là, qui habitaient à très nombreux dans des très petits appartements avec souvent pas de toilettes, pas de sanitaire dans les locaux, moi je sais que mon grand-père il mettait les planches sur la baignoire et c'était son lit le soir, enfin voilà. Et c'était les gens-là qui les regardaient de travers et qui disaient beaucoup, c'est bizarre leur façon de vivre tous dans l'immeuble.
Et elle me disait qu'elle-même, jeune, comprenait pas trop qu'on leur dise ça, parce qu'elle disait bah non, en fait, nous, ce qu'on trouve bizarre, c'est de mettre des planches sur une baignoire pour dormir le soir, quoi. Et c'est intéressant parce que tu vois, on peut remonter même avant Sarcelles, finalement. Et moi, je trouve qu'on voit déjà ça sur des premières cités là, comme ça, dans les années 30. Ouais, en fait, le social, l'anthropologie et l'architecture, c'est indissociable. Mais aujourd'hui, on l'oublie un petit peu trop. Et moi, c'est une petite critique que je peux faire, par exemple, sur l'école à Nancy, c'est qu'on travaille énormément sur la ruralité, mais on parle peu, en fait, du côté urbain et des quartiers. Et pourtant, c'est un sujet central. Enfin, on le voit aujourd'hui, c'est vraiment un sujet dont on doit travailler là-dessus. Et malheureusement, on le voit peu, quoi. Et c'est pour ça que ce mémoire, il me permet tout simplement de me confronter à cette chose-là, à cette réalité, et de travailler là-dessus, ce qu'on m'a pas permis de faire peut-être avant, pendant mes études. Et c'est vraiment important de travailler sur ce sujet-là. Et puis là, comme je dis, par le prisme des jeunes, c'est encore plus intéressant peut-être. Enfin, c'est peut-être quelque chose que j'ai jamais fait, jamais expérimenté. Et je pense que les jeunes ont beaucoup à dire en fait sur cette vie dans les quartiers, tout simplement. Et peut-être qu'ils savent pas eux-mêmes qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Exactement. Des fois on le dit sans le savoir, on le montre. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. Ah oui, moi j'ai plein de questions, attention, parce que là, du coup, il faudrait une émission de 3 heures. Déjà parce que, alors, tu parlais du Lièvre. Alors moi j'ai grandi bien sûr au Champ-le-Bœuf, on en a parlé aux antennes. Mais on avait cette image aussi du Lièvre, parce que pour nous c'était un lieu, à l'époque, dans les années 80, mythique, effrayant, pour diverses raisons qu'on ne va pas développer ici. Il y avait des légendes qui étaient attachées, etc. etc. Et notre jeu à nous, c'était de venir vers ici. Et ici, il y avait un écrasement encore plus grand. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en train de détruire, comme tu dis, d'aérer, etc., etc. Pendant longtemps, j'avais gardé une photocopie d'un livre d'Aircore qui disait que le bâtiment, là, le Cèdre Bleu, était le plus long d'Europe. Et le Champ-le-Bœuf était un peu, bien qu'il y ait moi je suis de la Moselotte, donc il y a une condensation quand même de béton là, mais c'était pas des tours aussi longues que ici. Donc on avait quand même, et puis il y a le parc et tout, donc il y avait une sorte d'équilibre, d'harmonie quand même entre ces bétons là qui nous écrasaient, on va y revenir, et parce que c'est quand même le reflet parfois de la misère entre guillemets sociale ou de certaines difficultés, c'est ça aussi, que renvoie parfois l'architecture, te renvoie aussi un niveau de vie qui correspond, voilà. Mais on était épargné de ce que représentait un peu l'eau du Lièvre, qui avait une plus grosse condensation, c'est pour ça qu'il le découpe là, qu'il le Mais pour revenir à ce que tu dis, moi je trouve effectivement, je me suis promené un peu à la Courneuve assez souvent ou à Sarcelles, comme tu dis, il y a quand même un phénomène qui s'opère, qui me semble intéressant dans tes études, je pense que tu l'abordes, tu en as un peu parlé, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme quand même entre le quartier, qui est quand même... encore une fois, qui renvoie aux difficultés sociales, mais un sentiment d'écrasement de tout ce béton, d'être entouré. Enfin, nous, on y a débarqué pour des raisons de violence, etc., etc. Et le fait d'arriver dans un tel environnement, une telle densité de population, où chacun a effectivement exactement les mêmes appartements, une sorte j'allais dire fourmilière, mais c'est pas ça que je veux dire, moi je pense aux abeilles, comme une ruche, voilà, merci de m'avoir aidé à trouver le mot. Eh bien ça n'aide pas à, comment dire, ça n'aide pas à l'égalité sociale, parce que de se sentir écrasé par une sorte de fatalité sociale, moi je le verbalise maintenant, que je verbalisais pas comme ça, mais mine de rien, qu'on le verbalise ou non, c'est un sentiment parfois impalpable par les jeunes, tu vois, diffus, mais tu as quand même un sentiment de mur à franchir, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on voit la métaphore, mais de mur à franchir pour pouvoir réussir. Et ça n'aide pas après, quand tu vas à l'école ou quand tu fais des démarches, parce que tu as un sentiment, quand tu rejoins ton quartier, finalement d'appartenir, parce que l'architecture, parce que l'environnement te le renvoie, à finalement un niveau de vie, une catégorie sociale, et c'est plus difficile. Toi, tu n'as pas des signes qui te disent « vas-y, tu es dans la réussite, parce que tu es dans un beau quartier, tout ça ». Et mine de rien, ça n'aide pas à aller de l'avant les jeunes. Non, bien sûr, non, je suis totalement d'accord. Notamment, quand j'ai fait mon premier travail il y a 2 ans, j'ai rencontré un journaliste, Stanislas Poé, qui a fait il est parti dans 8 grands ensembles en France pour comprendre un petit peu comment... Enfin, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Défense d'entrée ». Et je veux dire, ça veut tout dire de ce qu'on dit aujourd'hui des grands ensembles, c'est très stigmatisé. Et il le voit en fait chez les habitants, que ce soit les plus jeunes, les familles, ils se sentent stigmatisés parce que l'architecture, elle a un vrai impact, ça impressionne les grands ensembles. C'est des grands bâtiments, on l'a dit tout à l'heure, des grandes barres, des grandes tours, et les gens voient cette différence. Et quand une personne s'arrête à l'arrêt de bus, par exemple, du tel quartier, on va le regarder différemment. Et la façon dont on habite, enfin, l'endroit d'où on habite, pardon, ça, les gens vont vraiment le percevoir et définir une personne par cette chose-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est
les grands ensembles, à l'époque, à l'origine, c'était quelque chose de très bien perçu. Et aujourd'hui, il y a eu un manque d'activité, et c'est là qu'on a commencé à déconstruire totalement l'idée du quartier un peu rêvé, de la solution de facilité, de ces super appartements qui, à l'époque, étaient très luxueux, pourtant. Aujourd'hui, c'est, comme je dis, c'est stigmatisé, et c'est des personnes qui sont un peu plus en difficulté, et comme tu le disais, on les laisse tous ensemble dans le même quartier, dans cette espèce de ruche, et on permet pas en fait cet échange entre les différentes soit classes sociales, ethnie, sexe, âge, toutes ces choses-là. Ça le permet pas. Alors aujourd'hui, tu me disais, David, il y a des écoles aujourd'hui au Dulève où en fait il y a plusieurs quartiers qui sont des enfants comme je dis, de classes sociales différentes, etc., qui se rencontrent, et ça c'est super. Mais aujourd'hui, on peut pas, je vais dire un terme, cloisonner en fait ces personnes dans les mêmes quartiers. C'est trop stigmatisant pour les personnes, et c'est l'image que malheureusement qui est rejetée en fait dans la société. Mais ça me donne ça me fait réfléchir un peu à une chose, c'est la façon dont un quartier comme le Haut-du-Lièvre, du coup on est toute fin années 50, début années 60, est perçu dans les premières années effectivement comme un lieu moderne, etc., avec un vrai confort d'habitation. L'image se dégrade, si je dis pas de bêtises, toi tu m'arrêtes parce que tu vois peut-être mieux que moi, mais on est milieu années 70, début années 80, même l'image, même plutôt déjà. Les années 60, dès le début. Et cette dégradation-là, elle va amener, moi j'y repense dans mes études, puisque du coup je suis éducateur spécialisé, je l'ai pas dit depuis longtemps, mais je le redis. Et forcément j'ai lu pas mal de bouquins comme Ghetto urbain, des bouquins de ce style-là, qui mettent en avant justement, qui posent carrément la question, est-ce qu'on est sur un phénomène de ghetto ou pas? Enfin vraiment, qui ont travaillé les mots, les définitions. Mais en tout cas, si la question se c'est déjà qu'il y a quand même une alarme, et j'ai l'impression que depuis la rénovation urbaine et depuis les années 2000, on essaie de repartir dans un discours et de remettre aussi en avant qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'il y a aussi de positif dans ces quartiers-là. Là où à un moment, même les gens qui finalement, le nom du Loïc Vacan, je crois, Ghetto urbain, j'ai un tout petit doute sur l'auteur, là où ces auteurs-là, qui sont pourtant des auteurs qui se cachent pas d'un parti pris en faveur des populations qui vivent dans ces quartiers, eux-mêmes mettent en avant tout ce qui était négatif en expliquant voilà toutes les difficultés qu'on peut cumuler, qu'on peut y trouver. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, finalement, sur la défense de ces quartiers-là et de leurs habitants, on aurait pu aussi avoir une démarche de dire, en fait, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que les gens qui sont ici font de vachement bien, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger. Il y a plein de gens qui font des trucs super dans les quartiers, et des gens qui sont des habitants du quartier. Je trouve que c'est intéressant, cette espèce d'histoire en fait de cheminement qui se déplace, qui change, et maintenant les gens qui vont effectivement pointer ce qu'il y a de négatif dans les quartiers sont plutôt entre guillemets hostiles à ces quartiers-là, et sont pas du tout des gens qui sont sociologues, qui sont etc., qui vont essayer de venir T'as un regard toi là-dessus, t'as quelque chose sur cette évolution-là? Je la trouve. Moi j'ai jamais grandi dans un grand ensemble, moi j'ai un regard très extérieur, et c'est pour ça que je trouvais la démarche intéressante de discuter avec toi et de donner la parole aux habitants, c'est que eux me donnent leur ressenti, parce qu'aujourd'hui les seules informations qu'on voit sur les grands ensembles, ça vient des médias. Et pour être très honnête, c'est pas une image très favorable en fait au quartier. Et ce qui est dommage, parce que pour moi, c'est les gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas qui en parlent, et ils en parlent très mal. Et c'est pour ça que les habitants pourront vraiment voir aussi les côtés positifs dont on parle jamais. Et c'est qui est vraiment dommage, quoi. Et comme tu dis, il y a tellement de bonnes choses, d'échanges, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de montrer aussi à travers ce travail, de montrer les côtés positifs et de montrer qu'il n'y a pas que du négatif, et que même il y a plus de positif, mais c'est juste on n'en parle pas. Et pour juste finir sur les quartiers, tu disais aujourd'hui on peut plus détruire ces quartiers-là, c'est des choses qui ont été mal faites en France, mais aujourd'hui en architecture, côté écologique, économique, on peut pas détruire ces quartiers pour dépasser les populations. On est obligé de réhabiliter, et on les garde, mais on sait qu'il y a des côtés les côtés négatifs aussi de ces quartiers, mais de l'architecture en fait de ces quartiers plutôt. Mais on n'a pas d'autre choix en fait que de réhabiliter, et c'est pour ça que tu dis on revient dans un cercle où on essaie de trouver les points positifs pour faire accepter cette réhabilitation plutôt que la destruction de ces quartiers. Je corrige juste ce que je disais, le livre Ghetto urbain, c'est Didier Lapéronie, Laurent Courtois, c'est pas Loïc Vacan, qui est un autre bouquin dans le même registre, mais le titre ne me revient pas. Après, cette connotation péjorative, elle était dès le début, parce que nous, quand on a commencé nos galères, nous à l'époque, mais t'as pas connu ça toi, Lucas, toi non plus d'ailleurs, ça c'était la ZUP, et la ZUP avait une connotation extrêmement péjorative. Ce terme n'existe plus, je l'ai plus entendu depuis longtemps, mais on disait j'habite à la ZUP, et après ça, quartier, après ça a changé, mais dès le début, ce mot était attaché à un côté péjoratif plus large que simplement lié, on habite dans une bar ou dans un... Ça démarrait de ça, mais du coup ça élargissait. Encore une fois, il y avait tout de suite une connotation sociale, péjorative, qui, encore une fois, écrase, je trouve. Et
et du coup, ça m'amène aussi à une autre question, c'est que c'est bien que tu t'intéresses à la parole des jeunes, parce que, alors hors antenne, pour taquiner, on citait cette chanson, je dis aux auditeurs, ils ont qu'à aller écouter la chanson de Renaud, étudiant poids lourd, donc qui s'appelle, il y a un couplet sur l'étudiant en architecture. Et ça m'inspire une question, parce que on va pas le reciter, puis j'étais impressionné, David connaît par cœur Renaud, lui aussi, j'étais impressionné, comme quoi il écoute parfois de la bonne musique. Et le début de ce couplet, c'était étudiant en architecture, dans ton carton à dessin, il y a l'angoisse d'un monde futur et la société de demain, etc., etc. Mais pourquoi ça nous parlait, ces paroles de Renaud? C'est parce qu'en fait, on le subissait. Ça n'a jamais, dans ma génération, été l'émanation d'un échange, d'une discussion avec les habitants, etc., etc. Et du coup, c'est bien ce que tu mènes, parce que il y avait aussi ce sentiment là, c'est-à-dire que les choses nous étaient imposées. Voilà, encore une chose de plus. Non seulement on avait les difficultés qui nous tombaient dessus, mais également l'environnement qui nous était imposé par on ne savait pas qui. Voilà, donc je trouve que c'est bien que là, avec David, etc., tu ailles à l'écoute, parce que si le jeune pouvait avoir une partie prenante dans son environnement, ça changerait, donc il pourra réagir là-dessus aussi. Mais simplement par rapport à ce que dit David, je te donne une deuxième petite bouteille à la mer comme ça, il y a également, par rapport à ces quartiers-là, il y a un autre effet, c'est peut-être paradoxal, d'ailleurs tu nous diras ce que tu en penses, il y a quand même un sentiment très fort d'appartenance à un quartier, un environnement, parce que là je ne voudrais pas non plus le peindre que comme quelque chose que de péjoratif, car cette espèce de densité de population puis de zones très 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 restreintes finalement, ce qu'on appelle le quartier, c'est quand même un quartier. Par exemple, nous, au Champ-le-Bœuf, rien à voir entre la Moselotte, la Seille, la Blette, la Madine. Pour nous, c'était des quartiers différents. Et rarement on y allait, ou si on y allait, c'était avec un sentiment de qui est là-bas, etc. C'est des autochtones, alors que c'est très très proche. Si tu vas te promener au Champ-le-Bœuf, finalement, c'est le Champ-le-Bœuf, quoi. Mais il y a quand même un sentiment, moi je suis de la Moselotte, je suis de ces bâtiments-là, etc. Il y a un sentiment d'appartenance quand même qui fait que quand je rencontre aujourd'hui des gens qui, comme moi, ont quitté le Champ-le-Bœuf, il y a toujours un peu de nostalgie. Finalement, quand on rêve d'en partir, pas à cause de tout ce qui est attaché comme connotation, mais finalement, on a un sentiment de je suis de là, quoi. Et c'est aussi l'environnement qui doit servir à ça, je pense, à sentir que c'est quand même ton lieu de départ, quoi, ton lieu d'origine. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que c'est là que je parle en fait de lien entre l'architecture et la sociologie. En fait, l'un impacte l'autre, ça dans les deux sens. Ouais. Et on le disait, il y a ce fort sentiment d'appartenance. Forcément, on habite tous au sein d'un même espace assez restreint. Et je reviens à ce que me disait Stanislas Poirier quand je l'ai interviewé. Il me disait que certaines personnes qui voulaient quitter le quartier pour plusieurs raisons, je veux dire, ils voulaient acheter une maison. Ils me disent souvent, ils achètent la maison de l'autre côté de la rue, où on voit encore le quartier, où on vit encore dans le quartier. Et le quartier, c'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment, comme je dis, c'est un espace où on peut revenir à cette ruche, quoi. On se connaît tous, il y a vraiment ce sentiment d'appartenance très fort. Et c'est marrant parce que quand, dans les années 90, les premières déconstructions, c'était à la Courneuve, la cité des 4000, quand ils ont fait exploser cette tour-là, parce qu'ils font ça, ils dynamitaient ça. Les gens pleurent et comme c'était une personne de leur famille qui était partie, quoi. Et c'est marrant comme le bâtiment, même le bâtiment en tant que tel, devient vraiment une personne de la vie des gens, quoi. Et ce sentiment d'appartenance, il est très très fort, très très puissant. Et c'est vraiment, voilà, comme tu dis, c'est vraiment quelque chose de très très fort chez les gens qui habitent au sein du quartier. C'est un lieu dans l'espace aussi, l'appartement, quand il y avait eu les on dit foudroiement, c'est le terme exact, ou dynamitage, comme on dit. Bon, bref, en tout cas, quand on explose comme ça un bâtiment. Il y avait eu le bâtiment Christophe Colomb, si je dis pas de bêtises, qui doit être à Saint-Max ou à Malzéville, entre les deux, j'ai toujours un doute. Quand il avait été détruit sur l'agglomération, j'étais allé voir, parce qu'il faisait partie de mon paysage, même si j'y habitais pas. Et il y avait quelqu'un qui disait que il disait, voilà, moi j'habitais là, j'habitais à tel étage, le truc est tombé, et il disait que ça l'embêtait parce qu'il disait c'est embêtant parce que si je veux montrer à mes petits-enfants où j'habitais, j'ai pas de repère parce que c'est un point dans l'air en lévitation au-dessus de rien parce qu'il n'y a plus rien, et il disait c'est très compliqué, du coup cet endroit où on a vécu, on a eu les pieds sur un sol, c'était vraiment ça, quoi, qui était physique et qui existait, n'existe plus. Exactement, le lieu de vie c'est quelque chose de très personnel et c'est vrai que quand il disparaît c'est très dur en fait, et ça fait partie de notre histoire à nous tous. Je veux dire, qu'on soit le quartier, que ce soit une maison, peu importe, c'est quelque chose qui va vraiment, on a un fort sentiment d'attachement, et le voir disparaître c'est quelque chose de vraiment terrible, et c'est même assimilé à au deuil en fait, à la perte d'un proche. C'est vraiment des enquêtes sociologiques là-dessus où vraiment la disparition des bâtiments est très très mal vécue en fait par les personnes qui ont fort sentiment d'attachement. Mais il faudrait prendre en compte
Vraiment, parce que là, je lance un appel, pas que à toi, l'étudiant, tout ça, la relève, mais à tous, parce que le mot deuil, il est vraiment, t'as touché juste, parce que tu vois, à Vendeur, en ce moment, ils sont dans une opération de réaménagement de personnes pour en vue de comment t'as dit, toi, dynamiter les immeubles, je sais plus comment t'as trouvé le mot juste. Et j'ai une amie, justement, elle a plus de 30 ans dans le même immeuble, elle a vu ses enfants grandir, etc., et c'est une souffrance que de savoir que ça va disparaître, qu'elle doit déménager, mais une vraie souffrance, hein. Le modèle n'est pas usurpé du tout, c'est terrible. Et oui, tu voulais dire, David ? Non, mais ça me fait penser, je reviens un tout petit peu en arrière sur la question du fait d'habiter tous ensemble, le quartier, d'être ensemble à un endroit donné avec toute la stigmatisation que ça implique ou les solidarités que ça implique, etc. Tout ce que ça implique, quoi. J'entendais il y a quelques temps une excellente émission sur une autre radio qui commence par France, qui finit par Tur, qui s'appelle Les Pieds sur Terre, mais c'est sur une autre radio. Cela dit, c'était super intéressant, c'était sur la question du mal logement et de l'impact aussi sur l'éducation, sur les devoirs, comment on fait les devoirs quand on est mal logé, etc. Famille marseillaise qui vivait dans le 3e arrondissement, je crois. Donc immeuble complètement insalubre. On est sur la thématique des effondrements d'immeubles là d'il y a quelques années, malheureusement. Et elle dit finalement ils ont fini par déménager avec un logement mais vraiment terrible et pour aller sur les quartiers nord de Marseille. Et c'est une jeune fille qui doit avoir 18-20 ans et elle dit mais en fait je suis vachement contente qu'on ait déménagé parce qu'on a chacun notre chambre. Avant ça n'existait pas, on était tous au même endroit, puis il y avait une chambre où on pouvait pas aller parce que de toute façon il y avait du moisi, du sol au plafond, donc voilà. Elle dit c'est très bien, on est bien, et elle dit c'est des bons quartiers, elle dit voilà, hormis effectivement la question des trafics, mais nous on est à côté de ça et on vit super bien ici. Le seul truc c'est que avant, moi j'aimais bien quand on était dans le 3e arrondissement parce qu'il y avait beaucoup plus de gens différents. Alors c'est rigolo comme elle le dit, il y avait beaucoup plus de blancs et du coup on se sentait beaucoup plus mélangé et intégré avec tout le monde et on était à 2 pas du centre-ville et c'était bien. Elle dit maintenant on a l'impression de se retrouver un petit peu, je crois que c'était une famille maghrébine, mais elle disait de se retrouver un petit peu tous entre nous comme si on était un peu des sauvages qu'on mettait à l'écart, alors qu'elle dit qu'à la fois l'appartement est quand même génial et qu'on vit beaucoup mieux, mais qu'en même temps on se retrouve ségrégués finalement, en fait c'était vraiment ça l'idée en fait, et j'ai trouvé ça, et c'est un témoignage qui est très récent. Oui, bien sûr, comme tu parlais même les devoirs, souvent on parle de la cage escalier comme la pièce en plus dans les grands immeubles. Dit aussi, exactement. Alors, je veux dire, aujourd'hui c'est triste, mais il y a des familles nombreuses où les enfants sont obligés de travailler dans les escaliers et c'est dramatique quoi, de se dire ça. Il faut offrir un logement décent à toutes les familles, adapté à leurs besoins et garder en fait, comme tu dis, ce mélange, cette mixité qu'on retrouve plus. Aujourd'hui, on cloisonne toutes les populations, peu importe comment elle est, mais tout le monde est cloisonné et ça facilite pas l'échange et ça aussi, je trouve ça dramatique de pas se mélanger, en fait, ce manque de mixité. Alors, est-ce que c'est en train d'évoluer sur le quartier ici ? Est-ce qu'il y a une évolution qui va vers plus de mixité ? Moi, j'ai quelques témoignages à ce sujet-là, mais ça reste des témoignages très épars. Mais est-ce qu'effectivement, la réduction de la taille des bars qui sont toutes voisines, là, qui sont à quelques mètres de nous, le fait que des nouveaux logements soient mis en accession à la propriété, qu'il y ait des plus petites maisons, est-ce qu'on arrive à plus de mixité ? Moi, c'est une question qui serait intéressante à creuser aussi, peut-être. Je pense que c'est le but recherché. D'autres typologies, ça attire des populations différentes. Et en fait, c'est ce qui est intéressant justement, c'est cette mixité de typologie. À la fois, on a des appartements, enfin ces grandes bars qu'on vient justement retravailler, à des appartements, même des maisons, et ça a vraiment impacté sur la mixité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, on va prendre un exemple très différent, mais on a un étalement urbain sur les communes et c'est que des promoteurs qui font des pavillons. Et aujourd'hui, ça facilite pas cette mixité et les gens n'ont malheureusement plus envie. Et je trouve ça terrible d'entendre ça, de dire non, moi je veux ma maison, je veux mon jardin, je veux ma place de parking, Et les gens, je sais, c'est un phénomène qu'on trouve vraiment les dernières années sur ce sentiment que les personnes n'ont plus envie de se mélanger. Et ce qui n'est pas le mien, moi je trouve ça super en fait. Et malheureusement, c'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus chez les gens et c'est ce qu'on fait en architecture et ce qu'on fait de très mal d'ailleurs. Si vous êtes ok, je vais vous lire juste un petit extrait d'article de journal avant peut-être de faire une petite pause et puis de se recentrer sur ton sujet, à toi, parce qu'on a une discussion un peu généraliste sur tout ça. Intéressant. Je pense qu'il faudra qu'on refasse peut-être une émission dans quelques temps quand tu auras rencontré effectivement des habitants, que tu auras l'occasion de parler avec, peut-être même pourquoi pas en inviter, histoire de voir effectivement, parce qu'on parle il manque les habitants et techniquement il manque les habitants là sur notre plateau à cette heure-ci, on parle un peu aussi entre nous, à part effectivement, je parle pas pour toi Chamalot qui a été habitant du Champ de Bœuf,
bœuf. Mais je pense qu'il faudra qu'on refasse ça peut-être dans quelques temps, on verra quand. Oui, quand le Champ de Bœuf a été construit, je crois que c'est l'Est républicain, je dis pas de bêtises, un article du 12 janvier 1970 qui est intitulé 3000 logements au Champ de Bœuf, les bulldozers entreront en action aux environs de Pâques 70, donc quelques mois après cet article. Et je trouve que c'est intéressant de lire comment c'est décrit. On écrit, petits extraits, le lotissement du Champ de Bœuf s'inscrira dans un ovale, disons un œuf dont le centre sera constitué par la carrière existante et qu'il n'est pas question de combler, qui est devenu un magnifique parc d'ailleurs, soit dit en passant. Les équipements socio-éducatifs comprendront une piscine couverte de 25 mètres carrés de bassin. Alors il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Un gymnase de 40 mètres sur 20 et une maison des jeunes de 400 à 600 mètres carrés. L'ensemble du territoire... non, je dis une bêtise, pardon. Non, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le lotissement du Champ de Bœuf améliorera l'esthétique de l'entrée de Nancy et achèvera le peuplement d'une zone qui prendrait une physionomie propre et cohérente. C'est intéressant sur la volonté qui est politique en fait derrière tout ça. C'est drôle parce que je suis arrivé en 80 moi, donc ça venait juste d'être construit. Ouais, ça avait 10 ans quand t'es arrivé. Ouais. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. On se fait une petite pause un peu comment dire, à contre-pied, un peu sombre, un peu punk, et puis on se retrouve après. Réussite éducative sur RCN. Cette chanson des Rats, un groupe punk mythique, posant la question effectivement de le jour où les archéologues viendront voir les grands ensembles, qu'est-ce qu'ils en trouveront et qu'est-ce qu'ils en penseront. On va se recentrer un peu sur ton sujet, donc sur l'occupation de l'espace par les jeunes. Qu'est-ce qui t'a attiré toi sur cette question-là ? Alors à l'origine, je devais travailler sur la cage d'escalier. J'en parlais tout à l'heure, sur en fait ce rapport de voisinage de cette soit pièce en plus ou cet espace commun en fait au sein d'un immeuble qui vraiment parle vraiment des rapports de voisinage entre les personnes. Et petit à petit, je suis parti, je dirais pas par hasard, mais vraiment vers les jeunes et l'appropriation des espaces communs. Du coup, je voulais rester sur les espaces communs. Mais j'entends par là que ça peut être le hall, le seuil, la cage d'escalier, le banc, etc. Et tous ces endroits en fait où on voit cette interaction sociale entre tout le monde. Et comme je dis, c'est un sujet qui est très régulièrement traité, que ce soit pour les travaux étudiants ou même dans les écrits d'architecture. Mais on parle très peu en fait des jeunes et des habitants. On parle toujours de l'architecture, mais je trouve qu'on oublie souvent le lien entre l'impact qu'il a sur le social et inversement. Et c'est ça qui m'intéressait. Alors là, excuse-moi David, mais je suis obligé. Ça me passionne. T'as prononcé 2 mots importants. Alors, t'as parlé du hall. Bon, moi, dans les années 80, c'était l'entrée. Et on se donnait rendez-vous tous les soirs dans l'entrée. Et il y avait 2 entrées au Champ de Bœuf qui étaient les lieux de réunion. Si tu cherchais tes potes, c'était soit l'entrée là, soit l'entrée là. Bref, suivant les potes que c'était. Parce qu'en plus, les entrées étaient vite accaparées par telle bande, tel machin. D'accord ? Mais, et ce qui a tué je l'ai déjà dit une fois à la radio, David il va me dire il ira dessus là. Mais ce qui a tué vraiment ce qui était un point très positif de mon enfance, c'était les interphones. Parce qu'à partir du moment où il y a eu les interphones, donc après il y a eu mes frangins, ma soeur, tout ça, donc d'autres générations, il n'y a plus ce rapport-là à l'entrée, au rendez-vous du soir, etc. Parce que du coup avec l'interphone, il faut qu'il y ait quelqu'un de cette entrée qui soit là, qui t'ouvre, machin, tout ça. Et il faut montrer patte blanche, comme on dit. Alors qu'avant, nous c'était vraiment... mais c'était tous les soirs, quoi. Et c'était le lieu de vie, tu vois, l'entrée. Je comprends après que l'histoire d'interphone, peut-être que nos rencontres tardives ne plaisaient pas aux kidam qui habitaient dans l'entrée, mais mine de rien, voilà, ce lieu dont tu parles était vraiment le lieu de vie fondamental. Et tu as prononcé un autre mot qui me plaît beaucoup et qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est le banc. Parce qu'on avait aussi rendez-vous toujours sur le banc, je te le montrerai un jour, ouais. Il est toujours là le banc. Voilà. Et pareil, tout en haut, presque près de l'école Albert Schweitzer. Et voilà, ça c'est bien que tu les aies cités parce que c'est vraiment des lieux de rencontre, mais très 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 forts. Bien sûr. Voilà. Et si ça disparaît, c'est... Mais bien sûr, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu te souviens de ton enfance par le biais de ce banc et de ce hall d'immeuble. Et c'est vraiment des espaces d'interaction. Et aujourd'hui, on fait que de se croiser, de plus en plus. Et on perd peut-être cette notion de lieu en fait de vie. Et je veux dire, un hall, on est peut-être mieux assis sur un banc ou sur des sièges plutôt que sur un escalier. Mais pourtant, on a une accroche à ces endroits-là parce que c'est les moments où on a vécu des choses. Et je veux dire, c'était votre hall. J'imagine que tu disais, c'est notre hall, c'est notre banc, etc. C'était pas c'était le vôtre, quoi. Ah oui. Et en fait, vous êtes vraiment approprié cet espace qui est pourtant un espace fait pour tout le monde, quoi. C'est un espace de passage, un lieu de passage. Et vous en avez fait un espace où vous restez. Et ça qui est intéressant, c'est donc l'architecture. On dévie en fait
je veux dire, un banc, normalement on s'assoit dessus et en fait on en fait d'autres choses, quoi. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec l'appropriation, et ça dit beaucoup de choses de la façon dont les populations vivent, ou que les personnes vivent dans le quartier ou autre part, hein. Ça peut être l'espace public, dans la rue, etc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que les décisions viennent d'une sorte d'instance supérieure, tu sais, qui viendrait, comme on disait tout à l'heure, les destructions qui font fi de l'attachement affectif, tu parlais même de deuil, etc., ou que on va mettre là des interphones, des machins, tout ça. C'est-à-dire avoir une sorte d'instance supérieure qui régit, qui améliore, et c'est ça qui fait que des fois, eh bien, les gens d'une certaine classe sociale, on a l'impression qu'il y a quelque chose au-dessus, une sorte d'instance, et qui gèrent leur propre vie, parce que parfois, en plus sous couvert d'améliorer, tu vois, il n'y a rien qui est plus agaçant quand tu es dans des problèmes sociaux et que tu as l'impression qu'on vient t'expliquer qu'on améliore ta vie en te la bouleversant douloureusement, tu vois, sans prendre en compte, sans discuter avec toi. Et c'est bien, j'aime beaucoup te recevoir aujourd'hui, où tu dis que tu écoutes les habitants, parce qu'il n'y a rien de pire quand on essaie d'améliorer ta vie sans que tu sois partie prenante à cette amélioration. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'est avant l'enregistrement, tu as parlé de l'architecture comme le premier art, mais comme le cinéma, la sculpture, etc. Mais ce qui est différent avec l'architecture, c'est que c'est quelque chose qu'on impose aux gens. Et tu disais, détruire un immeuble, retirer un banc, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on impose. Et aujourd'hui, on ne prend pas assez le temps d'interroger les personnes pour modifier leurs habitudes. Il n'y a rien de pire en fait pour que modifier les habitudes de quelqu'un. Et souvent, c'est triste, mais c'est les chemises blanches, qui vont décider de qui vit où, quel bâtiment sera détruit. Et on ne prend pas le temps en fait de parler aux populations. Après, aujourd'hui, ce qu'on fait de plus en plus en architecture, c'est de la concertation. Souvent, c'est fait par les collectivités, les CAUE, où on vient discuter, faire des réunions de quartier, souvent quand il y a un changement ou la création d'un nouvel espace au sein d'une ville. Et voilà, c'est un travail qu'on doit faire main dans la main, que ce soit les architectes, les urbanistes, les personnes qui décident, enfin, je veux dire le côté économique, mais surtout les habitants. Et en fait, il faut que les habitants, ils puissent dire ce qu'ils ont envie de faire. C'est à eux, c'est pour eux qu'on le fait, mais malheureusement, on l'oublie trop souvent. En plus, on est sur ce qu'on appelle entre guillemets des publics actifs. Alors, j'aime pas trop le mot parce que je trouve que ça fait que renforcer ça en plus. Mais là, c'est celui qui me vient. C'est-à-dire qu'on est sur des immeubles locatifs qui, en plus, auxquels on accède par des dossiers. Il faut monter un dossier pour avoir un logement social. On est sur la location. Donc, on est d'autant plus, entre guillemets, à la merci des pouvoirs divers et variés si ces derniers, eux, ne font pas l'effort, justement, de comprendre que les gens sont aussi chez eux. C'est aussi là qu'ils vivent, en fait. Bien sûr, ouais. En fait, on décide pour nous. Et il ne faut pas que ça soit une habitude, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut vraiment qu'on réenclenche un processus d'échange où la parole doit être vraiment aux premiers acteurs, c'est-à-dire les personnes pour qui on construit, les personnes en fait, qui utilisent ces espaces-là, quoi. Et faut vraiment, enfin moi j'ai cette conviction-là, de redonner vraiment la parole à la population. Il y avait j'avais travaillé il y a longtemps en ESAT, donc les établissements où se trouvent des travailleurs handicapés, et il y avait un homme qui habitait le Haut du Lièvre. C'était donc au moment de la première rénovation. Et dans son handicap, il avait aussi une énorme difficulté à gérer ses émotions. Et le fait que lui soit effectivement déplacé, contre sa volonté, ça bouleversait tellement son quotidien, parce que là en plus on est en présence de quelqu'un dont on ne peut pas changer la vie comme ça. Là les conséquences sont immenses parce qu'il ne peut pas le gérer, c'est juste ingérable. C'était un travail énorme pour les travailleurs sociaux qui bossaient avec lui pour essayer de l'accompagner là-dedans. Et je me souviens vraiment de quelqu'un qui était dans un état de panique, d'une détresse immense. Et c'était pas qu'une détresse émotionnelle, je pense qu'il avait quelque chose d'existentiel qui se cassait la figure dans son... ça m'avait beaucoup marqué. Ah oui, l'architecture, elle conditionne notre façon de vivre, et on peut pas modifier les habitudes des personnes. Il y a rien de plus dur en fait que modifier les habitudes de quelqu'un, enfin de l'être humain. Et c'est vrai que si on prend pas le temps en fait de comprendre, de savoir, et on peut pas. En fait, je veux dire, ça fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui malheureusement prime en fait dans la décision de projet, c'est le côté économique. Et c'est triste d'en arriver là, mais c'est une réalité, que ce soit en France ou à l'extérieur. Mais bon, je prends l'exemple en France parce qu'on forcément ça nous touche plus et on connaît mieux le sujet. Mais voilà, le côté économique prime vraiment trop, et aujourd'hui, je veux dire, c'est des promoteurs et on va chercher toujours la rentabilité, et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Tu m'amènes une idée là, parce que en même temps, ces zones là, tu vois, comme on dit le champ de bœuf, je pensais à ça tout à l'heure en venant à l'émission. Il y a un côté qui nous a quand même nourri notre enfance,
parce que c'est un lieu, c'est comme une scène de théâtre. Il y a une sorte de métaphore comme ça. Pour nous, la Moselotte, c'était comme une scène de théâtre. Où du coup, il y avait une théâtralisation même dans nos gestes. On disait à l'époque, tu fais le cacou, voilà, ou des choses comme ça. Parce que c'est quand même des lieux qui amène une théâtralisation. Alors me pique pas parce qu'il y a copyright et je garderai l'enregistrement de l'émission, tu me piques pas le nom de mon chapitre, mais j'essaie de terminer un livre qui parle notamment du chant de bœuf et j'ai fait un titre de chapitre, une citation que j'ai piqué à Victor Hugo qui est dans 93 qui dit « Ce n'est pas un lieu, c'est un décor ». Et j'aime beaucoup cette citation parce que il parle d'autres choses, il parle de la Révolution française, etc. Mais j'aime bien ce titre-là parce que c'est vrai que le chant de bœuf, pour ceux qui y vivent, ce n'est pas un lieu, c'est un décor. C'est-à-dire qu'il y a quand même, dans ces notions de quartier-là, une appropriation des lieux dont on parlait, l'entrée, le banc, et ça devient presque notre décor de vie où on peut ensuite jouer le jeu social, etc. etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on y est très attaché, parce que ce sont des lieux peut-être plus encore que les lieux ouverts de villes, de maisons, de gens qui en plus ont la possibilité de bouger, de se déplacer, etc., qui ont des vacances, des choses comme ça. Donc c'est pour le commun des mortels, les lieux sont plutôt ouverts parce que c'est des gens qui circulent. Nous, tu sais, c'était une aventure quand on était au Champ-le-Bœuf ou c'est pareil Bleu du Lièvre. Rares sont les moments où on allait en ville. Moi, quand j'étais petite, j'ai passé des fois peut-être 2-3 ans sans prendre le bus pour aller en ville. C'était une aventure, on se disait tu descends, donc c'est souvent une vie en milieu fermé et du coup ça fait des lieux qui sont très romanesques, très épiques, je trouve. Et alors que finalement ceux qui n'ont pas ces soucis là, ils vivent dans des lieux plus ouverts déjà parce que encore une fois ils vont en vacances, ils prennent des bus, ils prennent des voitures, etc. et ils vivent pas comme ça en autarcie. Et dernière remarque, et toi tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que le reflet il est aussi très important entre deux quartiers très proches. Moi, la fenêtre de la Moselotte, donnée en face, et David, il va voir de quoi je parle, parce qu'il connaît bien le Champ-le-Bœuf, juste en face de la route, il y a des belles maisons, des petits immeubles avec des terrasses qu'on appelait les piscines, parce que les gens me disaient que finalement l'eau stagnait, mais c'est ce qu'on appelait les terrasses, des très belles terrasses, et ma fenêtre de HLM donnait juste en face sur des copains qui habitaient de l'autre côté, qui allaient dans la même école, mais qui eux habitaient dans tu vois, les grandes terrasses qui sont juste en face de la Moselotte. Et moi, j'imaginais, en regardant les soirs, je regardais parce qu'en plus, c'est des constructions, tu iras voir à la Moselotte, des constructions très jolies, avec des grandes terrasses comme ça. C'est assez chouette. C'est assez chouette au niveau architecture. Mais j'imaginais que les enfants qui habitaient dedans, que je croisais à l'école, parce qu'il y avait cette mixité quand même dans les écoles primaires, j'imaginais une vie calme, sans cris, où tout était bien rangé, propre. Alors que nous, de nos côtés, à nous, c'est souvent des familles monoparentales, ça criait partout, ça criait les portes claquées des HLM, t'entendais les gens crier, c'était le bazar à la maison parce qu'il y a plein d'enfants, tout ça, bref. Et alors du coup, je fantasmais de l'autre côté des appartements, tu sais, très bien, très calmes, où les livres étaient rangés, les habits. Et rien que parce que ces immeubles étaient beaux, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Du coup, j'y fantasmais des choses et j'en rêvais et j'avais du coup mal au cœur, etc. Et c'est pour te dire que c'est rien que l'image de l'immeuble en face qui me faisait justement à la fois souffrir un peu plus de là où j'étais et puis fantasmer ça. Rien que l'image de parce que pour toi c'était un décor en fait, ce que tu voyais et tu imaginais toute une scène et c'est marrant parce que la fenêtre on compare presque à un écran de cinéma où en fait ce qui se passe ça devient vraiment un film et en voyant ça on se fait des films sur ce qu'on voit en face de chez nous, mais comme tu dis la perception d'un lieu elle est très intime et on le voit comme un décor, on fait une chorégraphie en fait tous les jours, on fait les mêmes gestes, les mêmes choses au sein d'un même décor, c'est assez théâtral peut-être comme vision des choses, mais c'est un peu ce qu'on peut parler en fait du quotidien des gens, c'est ça, c'est une chorégraphie qu'on reproduit chaque jour dans un décor. Et il y a un truc qui est intéressant, comme tu disais, c'est un quartier où tu assez beaucoup, tu allais peu en ville, et ça c'est un phénomène qui est très différent en fonction des personnes. Par exemple, la jeune femme va avoir tendance à s'émanciper du quartier, c'est peut-être moins fait pour les jeunes femmes, ça c'est quelque chose qui revient très souvent soit dans les écrits ou dans les différents entretiens que j'ai pu faire, et au contraire les jeunes hommes vont plutôt rester entre eux au sein du quartier, et c'est très marrant comme la perception en fait d'un même lieu est très intime et très différente en fonction de la personne, que ce soit le sexe, l'ethnie, l'âge, toutes ces choses là, très très différent en fonction des personnes. Je regarde passer le temps et comme d'habitude je m'inquiète. Simplement pour dire que le sujet est infini de toute façon. Je pense effectivement qu'il faudrait qu'on refasse peut-être même 2 émissions dans la saison, c'est-à-dire qu'on ait une émission un petit peu mi-parcours et puis peut-être une émission avec effectivement des gens que toi tu auras pu rencontrer qui seraient ok là-dessus pour qu'on voit un peu où t'amène ton parcours. Voilà, moi je vais te personnellement te remercier d'être venu ce soir, de tout ce que tu nous as raconté. Merci de me donner la parole. Voilà, puis c'est pas fini. On va se quitter après quelques mots de Chamallow, j'imagine, sur un petit Inno Ferrer.
Ah, Nino Ferrer. Qui va nous faire le générique de fin si tu parles pas longtemps. Ouais. Eh ben non, je parle pas. Et du coup, moi je dis juste que la semaine prochaine, on se retrouve encore pour une réussite éducative. Voilà, parce qu'on est ces 2 d'affilée. On fait pas de teasing parce que ça peut bouleverser, non ? Ouais, on va faire comme ça, ouais. On va faire comme ça. Même si on a déjà quelques idées, je pense qu'il y aura peut-être le retour de Claire. On croise les doigts. Ça fait partie des idées. Ça fait partie des idées. En tout cas, moi aussi, je te remercie beaucoup. Au nom d'RCN, au nom de l'émission et tout, parce que vraiment, c'était super intéressant. Et j'espère, enfin, c'est David qui verra, c'est la réussite éducative, mais j'espère qu'on te recevra bientôt parce que avec grand plaisir. Une émission qui mérite d'être prolongée. Mais tout de suite, parce que pour une fois qu'on a une pause musicale super chouette dans réussite éducative, Nino Ferrer. Et merci à Joris à la technique. Merci Joris. RCN, www.rcn-radio.org